Anaïs se fait des films. Se fait quoi? Anaïs se fait des films. Qui se fait des films? Anaïs se fait des films. Salut tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Anaïs se fait des films, le podcast qui ne croit pas au mariage. Vous connaissez sûrement Maggie Gyllenhaal comme actrice dans Le sourire de Mona Lisa, La secrétaire ou The Dark Knight, comme sœur de Jake bien sûr, et peut-être comme réalisatrice du super film The Lost Daughter, disponible sur Netflix. A priori, vous connaissez aussi Frankenstein, vous savez le grand mec mort fabriqué à partir de bouts de cadavres avec des gros boulons qui lui sortent du cou? Ouais, voilà lui. Celle que vous connaissez un peu moins, par contre, c'est la fiancée de Frankenstein. Certes, elle a donné son nom à un film culte de 1935 réalisé par James Whale, mais avec 4 minutes de présence à l'écran, on ne peut pas dire qu'elle ait été particulièrement développée. Et voilà un tort que Maggie Gyllenhaal tente de rectifier dans son deuxième long métrage en tant que réalisatrice, The Bride, point d'exclamation, avec Jessie Buckley dans le rôle titre et Christian Bale dans le rôle de Frankenstein. Que vaut cette nouvelle interprétation du roman emblématique de Mary Shelley ? Comment le film s'inscrit-il dans la filmographie de Maggie Gyllenhaal et qu'est-ce qui fait que la réalisatrice aime autant explorer la transgression féminine? On répond à toutes ces questions dans cet épisode et vous pourrez même entendre la cinéaste nous parler de son film The Bride. Je me souviens encore de la première fois que j'ai découvert The Lost Daughter, le premier film de Maggie Gyllenhaal en tant que réalisatrice. Bon, c'était en 2021, donc c'est peut-être normal que je m'en souvienne, mais quand même. Je venais tout juste de débarquer à la Mostra de Venise pour la première fois de ma vie, j'avais à peine eu le temps de poser ma valise à la consigne que je me suis engouffrée dans la salle de projection pour visionner mon tout premier film sélectionné en compétition. Je suis ressortie de la séance, à la fois charmée et troublée. J'étais un peu fatiguée par mon voyage, assommée par la chaleur, émerveillée par mon arrivée sur le Lido, et je trouvais que le film, lui, avait pas mal de défauts. Mais il y avait quelque chose de lancinant dans The Lost Daughter qui s'est installé et qui ne m'a pas quittée pendant tout le festival. 10 jours plus tard, j'étais convaincue que c'était un des meilleurs films de la compétition, d'ailleurs il est reparti avec le prix du meilleur scénario, et que Maggie Gyllenhaal était une grande réalisatrice en devenir. Et aujourd'hui, honnêtement, je ne me souviens plus du tout des défauts que je trouvais à son film en sortant de cette projection. The Lost Daughter, si vous ne l'avez pas vu, ça raconte l'histoire d'une femme assez désagréable, jouée par Olivia Colman, qui passe des vacances seule sur une île grecque. On n'en sait pas beaucoup sur elle au départ, mais au fil du film, on va en apprendre un peu plus sur son passé à travers des flashbacks où elle est incarnée par Jessie Buckley. Et on comprend qu'en fait, The Lost Daughter, c'est un film qui parle de maternité ou plus spécifiquement de mère contre nature, pour reprendre une expression employée dans le film, puisque beaucoup de ces personnages féminins sont des femmes qui se sentent suffoquées par leur rôle de mère. Et il y avait des idées exprimées dans ce film auxquelles je n'avais jamais vraiment été confrontée auparavant et qui m'ont un peu coupé le souffle. Au moment de la sortie en salle du film, j'ai écrit un article dessus et pour l'occasion, j'ai lu le livre d'Elena Ferrante dont il était inspiré. Et j'ai encore plus été frappée par l'audace de Maggie Gyllenhaal parce que honnêtement, j'ai trouvé le livre un peu pourri et en tout cas très bateau, alors que Gyllenhaal, elle, avait réussi à en faire une œuvre mystérieuse, obsédante, où tout se joue dans les non-dits. Elle avait laissé plein de choses du livre de côté pour aller vraiment à l'essence des personnages et du récit. Et elle avait créé une œuvre féministe sur l'ambivalence autour de la maternité qui était vraiment rare à l'époque, même si aujourd'hui on en trouve beaucoup plus au cinéma. Cette vision, déjà très affirmée pour une nouvelle réalisatrice, n'aurait pas dû m'étonner plus que ça en fait. Parce qu'au fond, Maggie Gyllenhaal a toujours eu un goût pour la subversion. Elle a aussi beaucoup de goût tout court, si j'en crois la visite de son appartement, filmé par Architectural Digest. Je vous mettrai le lien YouTube, ne vous inquiétez pas. Son film le plus emblématique, selon moi, c'est La secrétaire, un film de 2002 dans lequel elle incarne une secrétaire très mal dans sa peau qui va retrouver goût à la vie en se lançant dans une relation sadomaso avec son boss qui est joué par James Spader. En fait, ce film, c'est un peu 50 Shades mais en bien. Et j'ai toujours adoré son côté sulfureux et sombre et beaucoup admiré le fait que Maggie Gyllenhaal ait choisi d'incarner ce personnage. De 2017 à 2019, elle a aussi endossé un des rôles principaux de The Deuce. Cette série scandaleusement méconnue de HBO a été créée par David Simon, oui, le David Simon de The Wire, et ça raconte la naissance du porno dans les années 70 à New York, dans un New York qui est vraiment insalubre et rongé par la criminalité. Et Maggie Gyllenhaal y incarne Candy, une prostituée qui va peu à peu se tracer un chemin pour devenir, je vous le donne en mille, réalisatrice de films porno féministes. C'est aussi à l'époque de The Deuce que l'actrice a commencé à parler de l'absence de rôle intéressant pour elle au cinéma depuis qu'elle avait dépassé la trentaine et que c'était pour ça qu'elle s'était tournée vers la télé. Et d'ailleurs, dans The Deuce, elle était aussi productrice, donc elle a pu avoir son mot à dire sur la trajectoire de son personnage, notamment sur la manière dont les scènes de sexe étaient écrites et tournées.
Et vous ne le savez peut-être pas, mais à mon avis, c'est un détail qui a de l'importance. The Deuce, qui était produit par Maggie Gyllenhaal, est aussi la première série à avoir fait appel à un métier qui est maintenant devenu incontournable à Hollywood, celui de coordinatrice d'intimité. C'est un rôle qui est principalement endossé par des femmes et qui consiste à encadrer tout ce qui va concerner les scènes de sexe et d'intimité dans une œuvre de fiction. Donc ça peut aller de la chorégraphie, des gestes, à juste la communication entre les acteurs pour s'assurer qu'il n'y ait pas de malaise entre eux, à aussi une protection juridique, c'est-à-dire s'assurer que leur contrat est bien respecté quand il s'agit de tourner des scènes de sexe. Donc c'est un rôle qui est vraiment passionnant. Et il n'y en a pas encore beaucoup qui existent, mais maintenant c'est devenu un rôle très important à Hollywood. Et c'était pas le cas avant que The Deuce se mette à en utiliser une. Bref, je pense que Maggie Gyllenhaal, au fond, a toujours eu une certaine prédisposition pour les récits féministes et pour la transgression au féminin. Ce qui nous amène à The Bride. What happened? You had an accident. An accident, huh? We dug you up, and we brought you back to life. Get on stage and I call her by her first name. What did you want with a dead girl? I'm the same, born from the dead. I am a monster. Yeah, so am I. Alors, le pitch de The Bride en 30 secondes, c'est quoi ? En 1936, à Chicago, un Frankenstein aussi usé qu'un vieux pneu toque à la porte d'une savante folle, jouée par Annette Bening, pour la supplier de lui créer une fiancée, sans quoi il risque de mourir de solitude. En même temps, j'ai envie de lui dire, il est déjà mort, mais bon. La scientifique s'exécute, elle déterre une jolie jeune femme morte, et la ramène à la vie avec un petit coup de jus. Et Frankenstein se retrouve avec comme compagne une femme dévergondée, vulgaire et très mal coiffée, qui vomit du liquide noir, et qui a un petit côté dictionnaire des synonymes aussi dans sa manière de s'exprimer. Oui, parce que j'ai oublié de dire que cette femme était également possédée par l'esprit de Mary Shelley, l'autrice de Frankenstein. Enfin, il y a tout un truc un peu méta sur le fait que Mary Shelley est en train d'inventer cette histoire et donc de fusionner sa personnalité avec celle de la fiancée. Mais bref. Frankenstein et sa fiancée tuent 2 mecs qui s'en prenaient à eux, à Chicago, et à partir de là, ils sont en cavale à travers les États-Unis avec des flics à leur trousse, notamment un duo de détectives très amusant joué par Peter Sarsgaard, accessoirement le mari de Maggie Gyllenhaal et Penelope Cruz. Ah, et Frankenstein est fan de ciné, donc ils passent leur temps tous les deux à se faire des films, comme moi. C'est évidemment pas le premier film à s'emparer de l'histoire de Mary Shelley. Il y a eu beaucoup d'adaptations. Il y en a même eu une très récente, réalisée par Guillermo del Toro avec Jacob Elordi dans le rôle titre. Mais Maggie Gyllenhaal, ce qui lui a donné envie de faire ce film, c'était plutôt les classiques de James Whale des années 30, et notamment le classique La fiancée de Frankenstein, qui est sorti en 1935 et qui est vraiment considéré comme un film fondateur du genre de l'horreur. She's alive! Alive! Elle voulait creuser un petit peu plus la figure de la fiancée parce que c'est un personnage qui est culte dans la pop culture, mais qui n'a jamais vraiment été développé. Et j'ai assisté à une conférence de presse avec Jessie Buckley et la réalisatrice, et je vous laisse écouter ce qu'elle avait à dire sur le point de départ du film. Je suis allée voir le film original de 1935, La fiancée de Frankenstein, et en fait, il n'y a pas de mariée dans le film. Enfin si, mais elle y est pendant 2 minutes et elle n'a même pas une réplique. Et ça m'a rendue très curieuse sur ce qu'elle pouvait penser ou ressentir. Et quand j'y pense, c'est le cas pour beaucoup de femmes dans les films faits il y a longtemps. On n'a pas vraiment l'opportunité de plonger dans leur point de vue, de savoir ce qu'elles pensent. Et donc, c'est ça qui a été la première source d'inspiration pour moi. Surtout, vu qu'elle se retrouve dans une situation complètement dingue, elle est ramenée d'entre les morts sans son consentement pour devenir la femme de quelqu'un qu'elle n'a jamais rencontré. Je sais que le suspense est insoutenable, donc je vais vous le dire tout de suite. J'ai bien aimé le film, mais j'avoue que je dois encore un petit peu le digérer, puisque là, j'enregistre totalement à chaud. Et je me demande vraiment s'il va avoir le même effet sur moi que The Lost Daughter, parce que je me souviens qu'en sortant de The Lost Daughter, j'étais un petit peu dans un état de confusion. Je voyais plus les défauts que les qualités du film, et à force d'en parler avec d'autres personnes, je me suis rendu compte que les qualités étaient bien plus impressionnantes et bien plus importantes dans mon appréciation que les défauts. À l'heure actuelle, je vois beaucoup de défauts dans The Bride, mais ce qui me plaît le plus dans ce film, c'est ce personnage féminin qui est survolté, qui est crado, mais qui est aussi intelligente et sensible, et qui est jamais caricatural en fait. Et je dois dire que là, on sent vraiment l'expérience de la réalisatrice pour créer des personnages féminins qui soient multidimensionnels et qui contournent assez habilement tous les clichés qu'on pourrait trouver au cinéma avec des personnages de femmes. Jessie Buckley, qui sera sans doute très prochainement oscarisée pour son rôle dans Hamlet, est incandescente, comme à son habitude, j'ai envie de dire.
C'est un rôle qui était vraiment taillé pour elle. C'est marrant parce qu'en 2022, je l'ai interviewée et j'avais fait son portrait pour Slate. Et je lui avais demandé justement ce que tous ces personnages féminins avaient en commun, puisque moi je trouvais qu'elle avait tendance à aller vers des personnages vraiment complexes. Et elle m'avait dit, je trouve pas forcément que ces personnages soient complexes, mais ils sont vrais. Et surtout, elle m'avait dit que c'était des personnages qui lui donnaient du courage. Et je trouve que ça résume assez bien parce qu'elle incarne souvent des femmes qui n'ont pas froid aux yeux. Et c'est encore le cas avec le personnage de la fiancée. C'est un personnage qui est nerveux, qui est en décalage avec les codes de son époque, qui a beaucoup de tics verbaux et qui est pleine d'énergie. Donc elle est très divertissante. Et incarnée par Jessie Buckley, qui a une profondeur de jeu absolument incroyable, ça vire jamais justement vers la farce ou vers la caricature. Et bon, mes moments préférés, je dois l'avouer, c'est les moments qui font un petit peu appel au genre de l'horreur, même si c'est pas un film d'horreur, mais ça va être les moments où elle tousse, où elle rote, où elle vomit, c'est-à-dire des moments où elle ne se comporte pas du tout comme une femme devrait se comporter. Je trouve ça très jouissif et clairement, l'envie de Maggie Gyllenhaal, c'était d'interpréter au féminin l'idée de monstrueux, qui est évidemment cruciale dans le récit de Frankenstein. Sauf que là, quand on applique l'idée de monstrueux à une femme, ça a aussi une autre dimension, une femme qui ne se conforme pas aux attentes de la société, etc., etc. Je pense qu'elle aurait pu aller encore plus loin, on va en reparler, mais c'est vraiment un aspect du film qui m'a beaucoup fait sourire et que j'ai trouvé très jouissif. Et j'ai bien aimé la manière dont la réalisatrice décrit son rapport au monstre et au monstrueux. Je pense qu'on a tous des aspects monstrueux en nous qui peuvent être terrifiants, vraiment terrifiants. Et on se dit, n'y pense pas, n'y pense pas, n'y pense pas, fuis-les. Alors oui, ok, on peut passer notre vie à essayer de faire ça et à fuir ces aspects, ou alors on peut pleinement embrasser notre monstre intérieur. Et je sais que dans les moments où je suis capable de faire ça, d'accepter ces aspects de moi-même, c'est là que les choses deviennent vraiment intéressantes et donc c'est un endroit parfait pour commencer à faire un film. Pour moi, le monstrueux est vraiment excitant. Excitant en termes d'histoire d'amour, en termes d'horreur, en termes d'histoire de fantômes. La monstruosité est ce qui rend les choses vraiment enthousiasmantes et vivantes. On ouvre le film en disant que le livre Frankenstein a été écrit suite à un pari. Et pour moi, justement, ce film, c'est une sorte de pari. Le film vous dit « Je te mets au défi d'accepter ton monstre intérieur. Et je te mets au défi de ne pas le faire seul dans ta chambre, mais dans un cinéma plein de gens, pour que cela devienne une expérience communale, presque comme aller à un concert. Donc, faisons-le ensemble, synchronisons-nous ensemble avec le rythme de nos monstres. » Almost like going to a concert. Let's do it together. Let's get into the rhythm of our monsters together. Ce qui me pose le plus problème avec le film, c'est qu'il a un côté un petit peu éparpillé, un peu foisonnant, mais tout en manquant de cohésion. L'intrigue, je l'ai dit, démarre à Chicago dans les années 30, donc un lieu et une époque qui sont associés dans la pop culture à la violence et la corruption. Et c'est un film qui emprunte au genre du film noir, un genre cinématographique qui, personnellement, ne m'a jamais trop parlé. J'avoue que les histoires de mafieux et de flics en chapeau haut de forme, ça m'enthousiasme rarement. Là, j'aime beaucoup le duo de flics du film, mais l'enquête, au fond, ne sert à rien et je trouve même qu'elle va alourdir l'intrigue. J'ai lu une interview dans laquelle Maggie Gyllenhaal parlait des nombreuses projections tests qu'elle avait fait et de tout ce qu'on lui avait demandé d'enlever pour rendre le film peut-être un petit peu plus appréciable par le grand public. Et je trouve que ça se sent, en fait. Ça se sent que le film ne lui appartient pas complètement, ou peut-être qu'il y a eu un peu trop de chefs dans la cuisine, comme on dit, parce que je ne retrouve pas ce focus qu'il y avait dans The Lost Daughter. Dans ce film-là aussi, il y avait une structure narrative assez complexe, il y avait beaucoup d'idées, mais le tout était relativement épuré. Et là, dans The Bride, qui certes se revendique aussi du registre Kemp, donc qui peut pousser le bouchon un petit peu plus, j'ai quand même trouvé certains passages un peu convenus, un peu lourdingue ou parfois un petit peu lisse. En fait, il y a des moments qui sont d'une grande singularité et puis il y en a d'autres où j'ai vraiment l'impression d'assister à une réunion de cadres de studio qui sont en train de dire « Non mais là, il faut expliquer ce qui se passe » ou « Est-ce que là, on rajouterait pas un petit numéro de danse pour rendre le truc plus divertissant ?» Je ne sais pas si c'est ce qui s'est vraiment produit, mais je pouvais pas m'empêcher de penser à ça quand j'ai regardé le film. Et il y a un autre truc qui m'a un peu prise de court au début, c'est le fait que Mary Shelley, donc l'autrice de Frankenstein, est dans l'histoire. Même si c'était aussi le cas dans le film La fiancée de Frankenstein, il y avait une mise en abîme avec l'histoire dans l'histoire. Mais avec cette apparition de Mary Shelley au début qui nous raconte qu'elle aimerait inventer aussi l'histoire de la fiancée, il y a un côté un peu explicatif dans ces séquences qui m'a paru maladroit et un petit peu grossier.
Mais en fait, ça fait 2 heures que j'ai vu le film et plus j'y pense et moins ça me dérange. Donc peut-être que d'ici la fin de la semaine, encore une fois, j'aurai totalement changé d'avis et ça me paraîtra très anecdotique. J'aime beaucoup la manière dont ces séquences avec Mary Shelley sont réalisées. C'est des séquences en noir et blanc qui sont à la fois sombres et inquiétantes puisqu'on imagine qu'elle est dans sa tombe en fait. Elle nous dit qu'elle est sous terre et que elle est en train d'imaginer justement tout ce qu'elle n'a pas pu raconter dans Frankenstein. Et Maggie Gyllenhaal a aussi expliqué comment lui était venue cette idée de faire intervenir Mary Shelley dans le récit. Comme je le disais, quand j'ai vu le film de 1935, j'ai été étonnée de voir que la fiancée n'est pas vraiment présente dans le film. Et donc, j'ai commencé à être intriguée et de me dire qu'il y avait plus à faire avec cette histoire et cette mythologie. Après ça, j'ai lu le livre de Mary Shelley. Et j'ai adoré le livre, il est incroyable. Mais quand j'ai refermé la dernière page, je me suis dit, je me demande si Mary Shelley n'avait pas un peu plus à dire. Des choses qui étaient non seulement impubliables en 1820, mais carrément impensables. Et donc avec ce film, je me suis mise au défi de fantasmer et d'imaginer qu'est-ce que cette femme radicale pourrait avoir d'autre à l'esprit. Bon, ce qu'il faut reconnaître à Maggie Gyllenhaal, encore une fois, c'est son ambition et je dirais même son appétit. Elle tente plein de choses. Il y a des films dans le film, il y a plein de styles visuels différents, des angles originaux, du noir et blanc, de la couleur, des fusillades, des scènes de danse, des numéros musicaux, des courses-poursuites. Mais justement, je me demande si l'accès à un gros budget, puisqu'on parle de 80 millions de dollars, l'a peut-être pas empêché de se focaliser sur l'essentiel. Parce que, comme je le disais, dans certaines de ces séquences, j'ai l'impression d'assister à un amalgame de tendances hollywoodiennes du moment que je trouve déjà un petit peu usées. J'ai pensé à Maestro ou encore Joker Folie à deux, et franchement, je sais pas si vous les avez vus, mais pour moi, c'est pas des rêves qui font plaisir. En fait, il y a beaucoup de choses, et en même temps, j'ai l'impression qu'il me manque le lien entre toutes ces choses. Et pour moi, le lien, ça devrait être la vision un peu imparable de Maggie Gyllenhaal. Et là, je la trouve peut-être un petit peu diluée ou émoussée. C'est un film qui a des idées subversives, je pense, mais qui a une apparence parfois un petit peu trop lisse. Et comme je trouvais que c'était pas le cas dans son premier long métrage, là, j'ai un petit peu envie de blâmer les studios. Est-ce que ça fonctionne totalement au final ? Je ne pense pas. Mais il y a suffisamment d'idées dans le film pour que ça me stimule et que ça me donne envie d'en parler, la preuve, voire de le revoir pour me faire une seconde opinion. En fait, derrière cette apparence un peu lisse, c'est quand même un film assez riche. Il y a toute une réflexion, par exemple, en filigrane sur notre rapport à l'art et à nos idoles, puisque Frankenstein est absolument fan d'un acteur qui est joué par Jake Gyllenhaal. C'est vraiment un fanboy et c'est assez marrant de voir Frankenstein dans cette position. Et évidemment, au moment où il le rencontre, ça se passe mal. Donc, je ne sais pas si Maggie Gyllenhaal aussi a fait l'expérience de rencontrer ses idoles et de se rendre compte que c'est toujours une mauvaise idée. Mais cet hommage au cinéma des années 20 et au cinéma des années 30, qui était évidemment le cinéma qui a donné naissance au premier film Frankenstein, je trouve que c'est plutôt malin. Et puis surtout, il y a une idée assez tragique autour du personnage de la fiancée, qui apparaît pas au premier abord, mais que vous pourrez déceler si vous y prêtez attention. En fait, le film va télescoper l'histoire de plusieurs femmes qui ont toutes perdu leur identité. Mary Shelley, l'autrice de Frankenstein, qu'on découvre quand même sous terre et pas hyper heureuse. Ida, c'est-à-dire la fiancée avant qu'elle meure, c'est comme ça qu'elle était appelée. On apprend qu'elle était informatrice pour la police de Chicago et qu'elle y a complètement laissé sa vie. Et puis Penny, la fiancée, qui va être baptisée Penny après sa renaissance, qui ne sait plus qui elle est et qui se retrouve dans cette situation alors qu'elle n'avait rien demandé à personne. Et moi, c'est ça que j'adore. Maggie Gyllenhaal, avec son film, va donner beaucoup plus de profondeur à la fiancée qu'elle n'en avait auparavant, et surtout, elle va essayer de lui donner une certaine autonomie dans la mesure du possible. Ce personnage va avoir plusieurs noms au cours du film, jusqu'à ce qu'elle choisisse elle-même le sien, et elle décide de se baptiser la fiancée. Pas la fiancée de Frankenstein, juste la fiancée. The bride of Frankenstein. No, just the bride. Et c'est ça que je trouve assez subtil et très triste, c'est que Maggie Gyllenhaal, en tant que réalisatrice, a créé, elle aussi, un monstre. Elle a créé un personnage de femme qui essaye de s'affranchir, mais qui n'est pas vraiment libre, qui continue d'être agressée par quasiment tous les hommes qu'elle côtoie, qui est en cavale, et qui, au final, ne sera jamais rien d'autre que la fiancée. C'est dans le nom. Et d'ailleurs, même dans son rapport avec Frankenstein, avec qui elle développe vraiment un lien amoureux, lui, il dit quand même à plusieurs reprises qu'il la possède. Il lui fait des crises de jalousie. Donc en fait, même ce personnage qui est censé être subversif et libre va être totalement enfermé par sa condition de femme. Et ça, pour moi, c'est l'aspect le plus intéressant du film, parce qu'au lieu de nous offrir une sorte de conte féministe un peu galvaudé à base de femmes badass, entre guillemets, c'est un film qui va nous montrer les limites de l'émancipation de ce personnage, qui n'a de toute façon été créé que pour satisfaire les désirs du personnage masculin.
Et donc, c'est une femme qui, certes, est subversive, mais qui est aussi empêchée de se réaliser entièrement et qui, en se réalisant, va devoir abandonner des parties de son identité. Et puis, au-delà de ça, il y a aussi une sorte de seconde fin dans le générique que j'ai trouvé vraiment génial parce que là, ça parle moins de la fiancée, mais ça parle de son impact sur la culture, sur les autres femmes, et donc peut-être sur Maggie Gyllenhaal aussi. Mais sans vouloir vous dire ce qui s'y passe, cette courte séquence à la fin va un peu fonctionner comme un passage de relais aux autres femmes. Et honnêtement, ça, j'avoue que c'est hyper réussi. À part ça, tout le casting est génial. Penelope Cruz joue un des meilleurs personnages du film, une détective qui est sur les traces de Frankenstein et de la fiancée, et qui est évidemment sous-estimée par tous ses pairs masculins, à part son collègue joué par Peter Sarsgaard, mais qui est hyper compétente et qui est aussi pleine d'empathie. Bon, Penelope Cruz est une immense actrice et elle est vraiment géniale dans ce rôle, et c'est assez fabuleux de voir un casting rempli de stars qui jouent des petits rôles, puisqu'on a aussi Jake Gyllenhaal qui joue un tout petit rôle. Mais bon, Maggie a dû avoir le tarif familial, j'imagine, donc ça a dû lui coûter moins cher. Et dans le rôle de Greta, l'assistante de la scientifique qui m'a beaucoup fait rire, si vous y prêtez attention, vous reconnaîtrez peut-être à sa voix Ginny Berlin, qui est une grande actrice américaine et qui jouait notamment Sid Peach dans Succession. Donc voilà, ça c'est un peu mon analyse à chaud de The Bride. Je pense qu'il faut que je digère un petit peu le film. Clairement, je suis pas à 100% emballée, même si j'ai pas du tout passé un mauvais moment. En fait, un peu comme pour Barbie de Greta Gerwig, j'admire l'audace de faire rentrer autant d'idées subversives dans un packaging grand public, mais je regrette le fait qu'elles n'aient pas pu aller plus loin et qu'elles aient toutes les deux un petit peu dilué leur pouvoir de transgression dans la grosse machine à studio. Et d'ailleurs, comme pour Greta Gerwig ou pour Ryan Coogler, si je devais penser à des réals masculins qui sont partis d'un cinéma très indépendant pour ensuite s'intégrer au système de studio, j'imagine qu'une fois qu'on a goûté à ce système-là et à ce genre de budget et d'accès, il est très difficile de revenir à un cinéma véritablement indépendant, un petit peu bout de ficelle. Et je trouve ça dommage parce que personnellement, je préfère Lady Bird de Greta Gerwig, je préfère Fruitvale Station de Ryan Coogler et je préfère The Lost Daughter de Maggie Gyllenhaal à leurs propositions de studio. Ce que j'aime avec ces artistes, c'est que même quand je suis pas 100% convaincue, ils vont faire des films qui me stimulent créativement et intellectuellement, même avec leurs atours de projet grand public. Mais j'espère juste qu'ils vont pouvoir continuer à nous surprendre et à repousser un petit peu les limites de ce qu'il est possible de faire dans un système de studio. Ou alors, si c'est pas eux qui le font, j'espère que la relève sera là pour continuer à faire des films aussi bons que les premiers films de ces cinéastes-là. Et en conclusion, je vous suggère de revoir Pauvre créature de Yorgos Lanthimos, qui est en fait le vrai Frankenstein au féminin qui est sorti ces dernières années, avec Emma Stone, qui était aussi productrice. C'est un film génialissime, avec pour le coup une vision 100% maîtrisée et vraiment unique, qui appartient entièrement à Yorgos Lanthimos. Donc vraiment, moi, ça m'a juste donné envie de revoir Pauvre créature. I drink your milkshake. You got into Harvard Law? What, like it's hard? C'est pas possible. Il faut moins vite. I had a dream about this place. Ça fait comme des pizzas à 4 chaussures. Si vous me regardez, qui je regarde moi? Avant de finir l'épisode, je voulais quand même vous parler d'un autre film un petit peu subversif qui est en salle cette semaine et que j'ai beaucoup aimé. Ce film, c'est Pillion de Harry Layton. Et pour la petite info, Pillion, c'est un mot en anglais qui désigne le siège passager d'une moto. Et ça a son sens dans l'histoire, puisque c'est un film qui raconte la relation kinky, SM, entre un mec très introverti et un peu coincé, qui est joué par Harry Melling, qui jouait Dudley dans Harry Potter, et un motard, vraiment pas bavard, qui est joué par Alexander Skarsgård. Ça rime presque. I'm not sure I like the way you talk to my son. Well, that is fine. It's not for you to like. Colin, if you're not happy... No, I'm happy. I could just maybe be a bit happier. That's all. Je pense que c'est peut-être la meilleure utilisation d'Alexander Skarsgård depuis True Blood. Bon, c'est vraiment un acteur absolument incroyable et il était très fort dans Succession. Enfin, il est vraiment impressionnant dans tout ce qu'il fait. Mais c'est aussi un acteur très très grand et extrêmement séduisant. Et vraiment dans la scène d'introduction de son personnage, je me suis dit, ok, enfin un réalisateur qui comprend pleinement le pouvoir de ce viking de 4 mètres. C'est assez fabuleux. Ce que j'ai aimé avec Pillion, c'est que c'est un film queer qui cherche pas à prendre le spectateur par la main. Il y a des scènes assez osées et c'est un film qui va pas chercher à expliquer le kink ou à le lisser, justement. Il y a des séquences qui sembleront peut-être un petit peu choquantes ou frustrantes pour un public qui n'est pas du tout familiarisé avec cet univers-là. Mais je trouve que Harry Layton ne fait pas de sensationnalisme, mais va pas non plus chercher à protéger son public de ce qu'il a envie de raconter.
Et en même temps, c'est aussi un film très sensible qui contient des portraits psychologiques assez fins de ces deux personnages principaux. En fait, on comprend rapidement que Colin, le jeune homme joué par Harry Melling, a une très faible estime de lui. Et c'est peut-être ça qui l'attire dans la soumission, puisqu'il va être vraiment totalement soumis au personnage de Ray, et d'une manière qui peut parfois sembler cruelle. Mais c'est de là que vient le kink aussi. Et en fait, à travers cette découverte, sexuelle mais pas que, il va aussi apprendre à mieux se découvrir et à poser des limites sur ce qu'il veut et ce qu'il veut pas. Et à côté de ça, Ray, le motard joué par Alexander Skarsgård, c'est quelqu'un de très renfermé, de très froid, qui est pas affectueux, qui est donc dominant dans cette relation, et qui va apprendre à se détendre un petit peu auprès de Colin, mais encore une fois, sans que ça devienne pour autant une romance vanilla, conventionnelle, ou que ces personnages abandonnent totalement leur manière d'être à l'un et à l'autre. En fait, je trouve que c'est un numéro d'équilibriste très réussi sur la psychologie des personnages, sur leur histoire d'amour. C'est une histoire de désir queer qui est vraiment surprenante, qui est drôle, qui est touchante. Et donc, je vous recommande vivement d'aller voir Pillion en salle. Avant de se quitter, je vous rappelle aussi, si vous ne le savez pas, que la semaine prochaine, le mardi 10 mars, je serai au Majestic Bastille à Paris pour présenter un autre film que j'adore, un film avec lequel vous êtes peut-être un petit peu familiarisés puisqu'il y a un petit bout de ce film que vous pouvez entendre dans le générique qu'on diffuse juste avant mes critiques de films. Marriage is what brings us together today. Et ce film, c'est Princess Bride de Rob Reiner. Ce sera l'occasion de revenir sur la carrière de Rob Reiner, qui est décédé récemment, et aussi de parler de ce film qui est vraiment cultissime. Surtout aux États-Unis. En France, il n'a jamais atteint un succès grand public, mais c'est une comédie qui est très très drôle, très maligne, qui emprunte à plein de genres, notamment le genre de la fantasy, le genre de la romance, de l'aventure. C'est vraiment un film totalement unique, très très plaisant, qui dure à peine 1h30. Et donc, je vais présenter la projection du film, qui est un film des années 80. Et juste après ça, on enregistrera un petit épisode du podcast en public. Donc si vous n'avez pas votre place, prenez-la. Ce sera le 10 mars au Majestic Bastille. Et on vous met le lien, encore une fois, dans la description de l'épisode. C'est la fin de cet épisode d'Anaïs se fait des films. La semaine prochaine, on parle des Oscars, puisque les Oscars auront lieu le 15 mars. Je vais faire des épisodes entièrement dédiés à ça, et puis vous pourrez aussi me retrouver le soir des Oscars sur Twitch pour commenter la cérémonie en direct. Merci d'avoir écouté cet épisode. S'il vous a plu, je vous laisse évidemment le liker, le commenter, le partager, faire tout ce que vous voulez, sauf des demandes en mariage parce que je n'y crois pas. Si vous n'avez pas aimé cet épisode, je m'en fiche, laissez-moi me faire des films, et puis on se retrouve la semaine prochaine. Salut! Anaïs se fait des films est un podcast d'Anaïs Bordage, c'est moi, produit par Slate Podcast. Production éditoriale, montage et réalisation Aurélie Rodriguez.